Bon, eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue à la 5e soirée bis menstruelle. Donc, c'est la première fois qu'on a un invité, donc Sébastien Guéraud, ici présent, qui nous vient de Toulouse. C'est pas la porte à côté, mais voilà. Merci. Donc, on a choisi de faire cette 5e soirée sur Joe D'Amato, donc réalisateur, on a déjà parlé un petit peu les séances d'avant, des fois, mais réalisateur italien très prolifique, mais bon, Sébastien vous en parlera mieux que moi. Enfin, je pense. Oui, on devrait y arriver. Donc voilà, on a choisi de passer entre guillemets ces films les plus connus, donc Blue Holocaust en première partie et Anthropophagus en deuxième. Donc voilà, vous verrez, c'est sa période du corps. Donc, préparez les sacs à vomi et puis bonne séance. Je vous laisse en compagnie de Sébastien qui va vous parler de ce grand monsieur italien. Bonsoir à tous et merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureux d'être en votre compagnie ce soir. C'est un très grand bonheur. Hein. C'est la première fois que je viens au Mans et donc je découvre Beast Not Dead et ce très beau cinéma. Merci beaucoup. J'espère qu'on va passer une très bonne soirée ensemble. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être Joe D'Amato. Je voudrais savoir déjà pour commencer si certains d'entre vous ont déjà vu les films que nous allons voir ce soir. En vidéo, en VHS, j'imagine. C'était le Brady qui posait ça à Paris. Voilà, c'est ça. Là, voilà, on est au cœur un peu de ce qu'est le cinéma bis. Alors j'imagine que vous êtes peut-être tous familiers de la terminologie du cinéma bis. C'est-à-dire un cinéma qui était à l'origine diffusé dans les salles de quartier, c'est-à-dire qui était un petit peu à l'écart des circuits, des films d'arrêt essai, du cinéma traditionnel. Et qui était un cinéma souvent un petit peu ignoré par la critique, et à partir des années 80, qu'on a peut-être, ça c'est peut-être ma génération à moi, connu beaucoup par le biais des vidéoclubs et de la VHS. C'est vrai que, à titre personnel, Anthropophagus et Blue Holocaust sont des films que j'ai connus par la cassette, et non par les diffusions cinéma, puisque c'était déjà presque trop tard pour voir ces films-là. Alors le cinéma bis, donc c'est ce cinéma un petit peu... on peut parler de cinéma bis, on peut parler aussi de cinéma d'exploitation, puisqu'il s'agit de films. Le terme cinéma d'exploitation désigne toutes sortes de courants cinématographiques qui étaient basés sur des filons, c'est-à-dire on a eu tous les grands genres du cinéma populaire, qui étaient le péplum, le western, etc. Et on a surtout eu ce qu'on a appelé le cinéma d'exploitation, c'est-à-dire des films qui étaient ouvertement, dans l'orientation, étaient d'exploiter certains filons racoleurs ou spectaculaires. Et j'en arrive donc à l'homme qui nous préoccupe ce soir, qui est Joe D'Amato, qui est un réalisateur un petit peu à part, puisque c'est un réalisateur italien qui a trouvé sa place à une époque entre les années 60 et les années 80, où des cinéastes comme Lucio Fulci, Umberto Lenzi, Ruggiero Deodato alimentaient les salles de cinéma avec des films qui étaient souvent basés sur le sexe et la violence, particulièrement de Lenzi, Deodato, etc. On était à une époque où le cinéma italien abordait une période de crise où il fallait trouver des sujets de plus en plus spectaculaires pour faire venir le public. Le péplum était mort, le western vivait ses dernières heures. Joe D'Amato est un cinéaste totalement à part pour plusieurs raisons. En premier lieu, le fait que de tous les cinéastes de sa génération, ça a été lui le plus prolifique. Pour vous donner une idée de sa filmographie, on a, si on comptabilise, et on a personne, ni moi ni personne, n'a jamais pu comptabiliser le nombre exact de ses films, on peut, pour donner une fourchette, vous dire que en tant que réalisateur, il est à peu près derrière 200 titres. Et si on comptabilise, si on met bout à bout tout ce qu'il a fait en tant que cadreur, chef opérateur et toutes sortes d'autres, et producteurs aussi, on a une filmographie qui monte jusqu'à 400 titres. Entre le début des années 60, presque la fin des années 50 et les années 90, puisqu'il est né en 1936 et meurt en 1999. Donc on a quelque chose comme 400 titres, c'est gigantesque, et je crois que même Jess Franco n'a jamais réussi à battre ce record. Joe D'Amato, évidemment, a pratiqué tous les genres. Il débute dans les années 50, début 60. Il exerce tous les métiers dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il est un peu une sorte d'homme à tout faire. On le retrouve au générique du Carrosse d'or de Jean Renoir. Ensuite, il devient chef opérateur, ça restera sa plus grande fierté, puisqu'il s'illustre comme un des meilleurs chefs-op
est un des meilleurs photographes de l'industrie du cinéma, mais surtout, il est reconnu pour ses méthodes de travail, il tourne très très vite. Joe D'Amato, c'est peu connu, hein, mais c'est un des premiers artisans italiens à imaginer et à bricoler lui-même ce qui sera un des premiers prototypes de Steadicam, qui lui permet de tourner vite et pas cher. Et quand il passe à la réalisation, il le fait... Alors là aussi, il faut que je vous explique aussi que Joe D'Amato a l'autre particularité d'avoir toujours travaillé sous pseudonyme, puisque on l'a surnommé l'homme aux 1000 pseudonymes. Joe D'Amato n'est pas son vrai nom, il s'appelle Aristide Massachesi, c'est son vrai patronyme, et dès le départ, il se signalise, alors comme tous les cinéastes italiens de sa génération, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé sous pseudo. Beaucoup de cinéastes italiens utilisaient des pseudonymes anglo-saxons pour américaniser leurs produits. Il faut toujours rappeler que Sergio Leone, au moment où il tourne pour une poignée de dollars, le signe sous le pseudonyme de Bob Robertson. Aristide Massachesi tourne son premier film au tout début des années 70. Alors je ne peux pas vous préciser les dates, puisque c'est des dates très approximatives d'une source à l'autre. Il débute à la réalisation au début des années 70 avec un film qui s'appelle Planque-toi minable, Trinita arrive, sous le pseudonyme de Dick Spitfire. Et c'était un film qui était tourné en 3 jours, tourné dans une carrière à Rome, où le héros du film, qui était un cow-boy, était sur un cheval équipé d'un guidon et d'une selle et de rétroviseur. Donc, Planque-toi minable, Trinita arrive, et son premier titre. Il enchaîne en poursuivant dans le western à très très petit budget. Il tourne des films de guerre. Il commence et il signe son premier long métrage sous le nom de Aristide Massachesi, qui est son premier film officiel, qui s'appelle La mort a souri à l'assassin, qui est un mix de gothique et de films giallo. Il tourne des Decameron qui plagie Pasolini. Joe D'Amato va passer toute sa carrière à plagier les scénarios des autres et à faire des copies. Il aborde ce qui fera sa plus grande gloire, c'est le cinéma érotique, notamment avec la série des Black Emmanuel, qui mettent en scène l'actrice un peu star du genre, qui est Laura Genser. Il va tourner plusieurs films dans la série des Black Emmanuel, qui vont être connus en France pour leur diffusion sur M6, le dimanche soir. Et donc, il tourne de l'érotisme. Alors, je synthétise sa carrière parce que c'est très très long. Il fait de l'érotisme, il passe au porno hard dès que la censure le lui permet, en tournant le premier film porno italien, qui est Cessonero, Sexe Noir, dans son exploitation VHS. Et à ce moment-là, il se signalise dans ces films porno, et c'est là où on en arrive au film qui nous intéresse ici, en mettant des scènes de violence extrêmes. C'est-à-dire qu'il tourne des films érotiques où on a des scènes de cannibalisme, on a des scènes de castration, on a toutes sortes d'images gore. Et D'Amato développe une vision de l'érotisme extrêmement sombre, pessimiste et misanthrope. C'est un cinéaste qui, déjà dès les années 70, a une réputation de cinéaste noir, macabre et sadique. Et à la fin des années 70, il tourne 2 films qui vont annoncer totalement ce que vous allez voir ce soir. Il tourne Porno Holocauste, qui est un film pornographique qui se passe sur une île où vous avez un mutant avec un sexe gigantesque qui embrasse des femmes. Et il tourne La nuit érotique des morts vivants, qui est un film de zombies, toujours dans un cadre insulaire. D'Amato tourne beaucoup de films dans l'île de Saint-Domingue. Donc Porno Holocauste et La nuit érotique des morts vivants annoncent directement les films que vous allez voir. Et donc on est déjà au début des années 80, fin 70, début 80, et c'est l'époque où le cinéma gore arrive sur les écrans. Arrive à grand fracas, puisque, on l'a dit, le western est un petit peu enterré, le giallo commence un petit peu à battre de l'aile, et c'est à ce moment-là que le cinéma d'horreur américain, notamment avec Massacre à la tronçonneuse, L'Exorciste, et surtout le zombie de George Romero, casse la baraque. Tout le monde veut voir des films de zombies, et l'avatar du film de zombies en Italie, c'est les films de cannibales. Puisque les films de cannibales battent leur plein en 1972 avec Cannibalis au pays de l'exorcisme, de Umberto Lenzi. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'Italie aime beaucoup les cannibales pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu le fameux fait divers
de l'équipe uruguayenne en 72 qui s'était crashée dans la cordillère des Andes et dont les survivants avaient dévoré les cadavres des autres victimes pour survivre et qui se sont fait absoudre par le pape à Rome. Ça avait fait beaucoup parler en Italie. Et donc l'Italie veut voir des films de cannibales. Joe D'Amato évidemment est un des premiers à s'y intéresser, puisqu'il y a La montagne du dieu cannibale de Sergio Martino et Emmanuel et les derniers cannibales de Joe D'Amato, donc qui sort en 1976. Et donc D'Amato débute tambour battant cette période, puisqu'il va tourner 3 films qui vont être des classiques du cinéma gore. Quand je dis des classiques, c'est-à-dire au sens où ils vont être des films très marqués qui vont beaucoup marquer le public, et particulièrement le public des vidéoclubs. Le premier de ces films, c'est Blue Holocaust. Film en 1979 qui est un film qui va... alors, D'Amato, faut rappeler que c'est un cinéaste qui aime les sujets chocs, c'est un cinéaste qui aime le gore, mais qui a pas beaucoup d'argent, et donc il fait des effets spéciaux parfois très approximatifs. C'est un cinéaste qui est un héritier de Herschel Gordon Lewis, c'est-à-dire qui fabrique des effets gore à base de pièces rapportées des bouchers ou des tripiers. Et par contre, c'est quelqu'un qui a un sens inné du sujet choc. Et le sujet choc de Blue Holocaust, c'est, mesdames et messieurs, la nécrophilie. En fait, Blue Holocaust, comme toujours chez D'Amato, est un plagiat. C'est un plagiat de 2 films déjà existants, que sont Le froid baiser de la mort de Mido Guirini en 1966 et Le Trio infernal de Francis Giraud. Donc, il va reprendre les 2 scénarios pour en faire un film à sa sauce, c'est-à-dire un film avec peu d'argent, avec des effets gore artisanaux, mais qui aborde son sujet avec une sorte de côté complètement malsain, pervers, et bizarrement très romantique. C'est un film qui est à la fois extrêmement répugnant et assez touchant dans la manière qu'il a de raconter une histoire d'amour entre un homme et un cadavre. C'est un film assez émouvant à sa manière, presque romantique, et c'est surtout un film qui montre des scènes qui pour l'époque tiennent du jamais vu, et au point que même des critiques de cinéma très sérieux vont s'interroger sur cet homme qui filme des scènes d'autopsie, des scènes de dépassement de cadavres, de manière aussi froide, comme s'il y avait presque un sentiment une absence de sentiment derrière la caméra. Donc Blue Holocaust est un film qui va beaucoup marquer son époque, et, mesdames et messieurs, arrive un an plus tard, Anthropophagus, qui est un pur film de cannibale. Donc c'est un film qui reprend les choses là où les précédents films de cannibale de D'Amato les avaient laissés, puisqu'il tourne Emmanuel et Françoise, un film érotique en 1976, avec le même acteur, George Eastman, qui montre un homme enfermé, enfin qui est à la suite d'un viol et séquestré derrière dans une chambre avec un miroir sans teint, et une femme le drogue et le rend fou en fait en s'exhibant dans des spectacles érotiques, et il y a une scène de cannibalisme au milieu. Donc le cannibalisme, c'est un thème très obsédant chez D'Amato, et Anthropophagus, qui là aussi encore une fois est un plagiat d'un film anglais qui s'appelle La Tour du Diable de Jim O'Connelly, est un film tout aussi étonnant dans son ambiance, dans son côté gothique, hein, qui refait surface dans, évidemment, l'acteur principal qui est George Eastman, de son vrai nom Luigi Montefiore, qui est un ancien basketteur, et qui est quelqu'un qui est doté d'un physique assez particulier, avec une barbe hirsute, des cheveux très très longs, un physique de colosse assez menaçant, et qui va trouver, qui est un ennemi de Joe D'Amato, ils ont des rapports assez particuliers, qui va être aussi son scénariste, et qui trouve dans Anthropophagus le rôle de sa vie. C'est un film tout à fait... alors, il faut rappeler évidemment le contexte, puisque Anthropophagus sort juste après... c'est un film qui arrive vraiment en dernière ligne un petit peu des grands films de cannibales italiens. Évidemment, en 1979, tout le monde se souvient de Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Vous remarquerez d'ailleurs Blue Holocaust, Cannibal Holocaust. Voilà. Vous avez vu l'analogie. Et Cannibal Holocaust, qui est le film le plus controversé de l'histoire du cinéma, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, qui était ce film de cannibale qui était tourné de manière si réaliste et avec un effet de reportage qui était tellement bien fait
que les spectateurs de bonne foi ont cru que les acteurs étaient morts pour de vrai. Il y a eu un procès évidemment qui s'est arrêté par un non-lieu, et enfin qui s'est arrêté sur un non-lieu, mais bon, quand même un procès pour des cruautés animales qui étaient authentiquement réalisées pour le film. Et Anthropophagus donc arrive dans cette période très controversée du cinéma italien et va avoir un destin assez particulier, puisque le film va être en première ligne des ligues de censure, notamment en Angleterre, où il va se retrouver en première place de ce qu'on a appelé les vidéos nasties. Les vidéos nasties, qu'est-ce que c'est? C'était une liste de 70 cassettes vidéo qui étaient totalement interdites de diffusion, de copie et de commerce sur tout le territoire anglais, sous peine d'amende et même de prison ferme. On était une époque, mais c'était, alors pour vous raconter un peu l'histoire, c'était Mary Whitehouse, qui était je crois qu'elle était comment on appelait ça en Angleterre? C'est quelqu'un qui était l'équivalent du ministère de la Culture, quelque chose comme ça. Enfin, grosso modo, c'était une ministre conservatrice anglaise qui avait blacklisté 70 films sans les voir. Juste sur leur réputation et sur ce qu'on disait très vaguement de ces films. Anthropophagus a été, et Blue Holocaust ont été, mais surtout Anthropophagus ont été blacklistés comme le premier exemple d'un film où les acteurs étaient réellement morts pour le film. Enfin, on a considéré ça comme un snuff movie, c'est-à-dire un film où les scènes de mort étaient authentiques, ce qui évidemment était archi faux, mais bon, quand on parle de films qu'on n'a pas vus, forcément, c'est un peu enfin, quand on censure des films qu'on n'a pas vus, c'est un peu le problème qui s'est posé en Angleterre. Un extrait très court de Anthropophagus était même passé au journal de 20 heures en Angleterre comme l'exemple type de ce qu'il ne fallait pas regarder et donc de ce qu'il fallait totalement interdire. Donc le film a traîné une réputation aussi encouragée, notamment en France, par son affiche et la tagline qui était affichée en grosses lettres sur la jaquette vidéo, c'était « Mesdames et messieurs, roulement de tambour, sonnez les trompettes, l'homme qui se mange lui-même ». Ça, c'était cool. Et c'est vrai que c'est sous cette tagline très racoleuse et très c'est ça, racoleuse et très accrocheuse que les films sont vendus. Et donc voilà, et donc aujourd'hui, bon, nous nous retrouvons bien des décennies plus tard, on est en 2019, pour voir sur grand écran ces deux petits classiques du cinéma gore, artisanaux, je précise, à petit budget, mais fait avec beaucoup d'amour. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à voir ces films que nous à les redécouvrir et à les repasser. Je vous souhaite une très très bonne projection. Et oui. C'est lequel son troisième film gore? Horrible. Ah bah, c'est un film qui s'appelle Horrible, dont le titre anglais est absurde. Ah bah. Et qui est une... Alors, Horrible est on peut le voir comme la dernière pierre d'une trilogie, commence avec Blue Holocaust, qui sont trois films pour moi tout à fait cohérents et avec chacun leur savoir-faire. Rappelons encore une fois, c'est pareil, ça, pour conclure un peu sur la période gore de D'Amato, D'Amato en fait a toujours regretté, il l'a toujours dit par la suite, de ne pas en avoir fait plus. C'est-à-dire qu'il adore le gore, il adore ça, et simplement il a cette humilité de dire qu'effectivement il a toujours travaillé avec peu d'argent, avec des effets spéciaux qui étaient souvent bricolés, et il regrette évidemment à partir d'un certain moment donné de voir, il dit j'aimerais continuer à faire des films d'horreur très gore, mais il peut pas, il le dit lui-même, il ne peut pas concurrencer les Américains en termes d'effets spéciaux. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, on a des films comme Evil Dead, on a des films qui arrivent avec des effets spéciaux de plus en plus sophistiqués. Et D'Amato avoue le premier qu'il ne pourra jamais concurrencer les Américains sur ce terrain-là. Donc il est condamné, et il le sait, à faire des films qui sont des films de grand guignol, au sens où de la tradition du théâtre du grand guignol, c'est-à-dire avec des effets spéciaux très bricolés. On l'a dit, c'est beaucoup d'abats de boucherie, c'est beaucoup de choses comme ça. Mais par contre, avec une volonté de choquer qui est très premier degré et très théâtrale. J'ai toujours pensé que Joe D'Amato s'inscrit dans une tradition du cinéma et du théâtre du grand guignol, où l'intention, quelque part, prévaut sur la perfection des effets spéciaux. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de choquer qui fonctionne, mais qui est, enfin, vous allez voir, c'est très artisanal, quoi, c'est très bricolé, mais ça fonctionne.
Donc je vais, bon, on va peut-être conclure là-dessus, puis peut-être, je sais pas si vous avez envie de poursuivre, parce que j'espère que ces films vont vous plaire bien sûr, mais surtout vous surprendre, et j'espère qu'on aura l'occasion, peut-être tout à l'heure ou plus tard, d'en rediscuter. Ok. Voilà. Ouais, très bien. On y va? Allez, c'est parti.